Salut à tous, aujourd'hui on va parler Open Astro Tracker. Ça fait quelque temps en effet que est sortie la dernière vidéo et je reçois des messages assez réguliers pour me relancer en disant mais quand est-ce qu'arrivent les épisodes suivants? Pour tout vous dire, j'ai continué à travailler sur l'Open Astro Tracker, essayer de l'améliorer, de le dompter et je pense que là, on est arrivé sur quelque chose de pas mal. En effet, avant de vous proposer les épisodes suivants, les derniers épisodes, ben, j'avais envie de pouvoir dompter la bête et pouvoir vous donner des conseils qui soient justes, qui soient pertinents. Là, hier, pas plus tard qu'hier, à mon avis, on a touché quelque chose de sympa. Je vais cacher ma petite tête. Voilà. Et donc hier, nous avons réussi une pause, ou même plusieurs pauses, de 10 minutes. Et oui, 10 minutes de pause unitaire. L'image que vous voyez, c'est une pause unique. Alors elle est croppée, elle est crado, hein. C'est du Cyril en affichage auto-ajustement, avec juste un retrait de gradient pour bien qu'on voit M31, la galaxie M31. Ce qui est intéressant sur cette photo, pour en mesurer la qualité, c'est de regarder la rondeur des étoiles. Ici, vous avez une petite déformation. On va en reparler. Je vais vous expliquer pourquoi faut pas tenir compte en fait de cette zone. Donc, l'Open Astro Tracker, notre monture imprimée en 3D qui envoie du boudin. Et en effet, là, je pense qu'on peut dire que elle fait le boulot. Mais il faut avoir à l'esprit quelques considérations avant d'aller plus loin. On va essayer de balayer aujourd'hui les contraintes à prendre en compte, et ces contraintes, elles vont être en fonction de ce que vous souhaitez faire. Quelles sont les images que vous voulez arriver à produire ou quel est le matériel photo que vous avez à votre disposition. Comme vous le savez, l'Open Astro Tracker, je vais me mettre dans l'outil de configuration. Ça nous permettra de balayer le matériel. Donc on peut le faire avec une board Arduino. Je pense que c'est certainement la version la plus courante. On peut la faire en Wi-Fi. Alors ça marche, hein, j'ai réussi à faire sur planche de prototypage la version qui fonctionne en ESP32. Cependant, pour le moment, j'aurais tendance à vous déconseiller de le faire parce qu'on va être très limité sur tout ce qui va être autoguidage ou des choses importantes comme le pilotage par ordinateur. On va être limité, donc faites la version avec une board Arduino ou alors éventuellement en ESP32, mais alors en se connectant en USB, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Il faudrait que Open Astrotech sorte en fait le bon firmware qui prenne en charge le Wi-Fi et je crois pas que ça soit d'actualité. Donc, si je fais back, on va pas avancer. L'un des choix, ou plutôt le duo de choix que nous allons devoir faire dans un premier temps, ce sont les moteurs et la carte moteur. Maintenant, la question, c'est avec quel objectif vous allez shooter. Depuis un an, j'ai testé au début une configuration très très simple avec la carte moteur la plus basique, les moteurs NEMA standard et un objectif 50 à 70 mm. Là, on est sur M13 à 100 mm. Donc 50-70, je peux vous dire que ça va être du grand champ. Vous n'allez pas voir énormément d'objets, c'est bien si vous souhaitez faire du grand champ. Ça ne nécessite pas d'avoir une configuration poussée. Le suivi va être suffisamment qualitatif pour aller à 30, 40, peut-être même 50 secondes de pause quand vous serez dans les bons soirs.
mais vous allez être limité à du champ assez large. Si vous souhaitez, comme ici, un M31 qui commence à prendre quasiment une grosse partie de l'image, alors attention, je suis croppé quand même, hein, ici, mais si vous souhaitez atteindre les 200 mm, voire peut-être même un peu plus de focale, il va falloir ajouter des accessoires que l'on va voir tout de suite. Donc, au début, je suis parti sur un NEMA 1,8. Pourquoi? Parce que j'avais ce type de moteur à disposition. Alors le BYJ 28, clairement, pour moi, faut l'écarter, hein. Ça donnera jamais, jamais rien en termes de précision. Le NEMA, c'est le moteur minimum. Le 0,9, le problème, c'est qu'il coûte 3 fois plus cher qu'un moteur NEMA 1,8. Donc là, il y a aussi une question éventuellement d'investissement. Vous pouvez très bien commencer par le 1.8 et puis plus tard éventuellement, ah bah, ça se change très facilement le moteur, hein. Vous pouvez installer en lieu et place un 0.9 pour augmenter les performances. Et si je continue à appuyer sur Back à chaque fois, on va pas s'en sortir. La carte moteur, très importante. C'est là aussi, c'est la carte moteur de base. Je crois que c'est 10 € les trois, voire même moins. Par contre, on va être à 16 en micropas au maximum. Et là, encore une fois, ça c'était mon premier setup. C'était avec le A4988. Clairement, j'ai pas réussi à avoir un suivi, on va dire, correct. J'ai même pas envie de dire un suivi parfait, un suivi correct. Pour du 35, 50, peut-être même 70 mm de focale, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais si vous souhaitez passer au-dessus, eh ben, le TMC 2209, ça va vraiment être le minimum syndical. Et clairement, je vous dis, c'est le minimum syndical parce qu'on ne va pas se limiter à ça, on va devoir aller encore plus loin. TMC 2209 URT, qui peut descendre à 256 micropas. On lui adjoint un moteur NEMA 1709 que sur le RA. Pas besoin du deck, hein, vous faites que le RA. Le deck, il n'y a pas besoin de cette précision. Là, ça commence à parler. D'après les mesures qu'on a fait, je pense que à 135 mm, on peut avoir un suivi de 45 secondes, peut-être même une minute. Donc, pour moi, c'est le standard. Pour commencer, il faut un EMA 1,8 avec un TMC 2209. Ça a été ma configuration, on va dire, en milieu de projet. Et au niveau donc des poulies, allez, 16 dents tout de suite, hein, ça coûte pas plus cher. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire le firmware. Voilà, 16 dents. Alors le display, franchement, j'en vois pas trop l'intérêt parce que pour faire de la photo, pour faire un bon alignement polaire, le mieux c'est d'avoir le Live View qui est sur l'ordinateur via un logiciel comme Nina ou APT. Alors si là je vous parle chinois, n'ayez pas peur, hein, on verra tout ça. Comment on met en route l'Open Astro Tracker, comment on fait l'alignement d'étoiles et tout. Vous verrez, ça se fait très bien avec un PC. Si vous avez un réflexe, ben, le câble USB, c'est pas ça qui va vous ruiner. J'imagine même que vous l'avez déjà, ne serait-ce que pour transférer vos photos sur votre PC. Donc, l'afficheur, bon, no display to me. Alors les coordonnées GPS, ça se trouve simplement, ça se rentre en 2 clics. Il n'y a pas d'intérêt plus que ça à avoir, à moins que vous soyez vraiment un pur nomade avec votre setup et que vous vous baladiez un peu partout en France ou en Europe. Bon. Mais sinon, les coordonnées GPS se rentrent très facilement, puis au bout d'un moment, bah, vous les connaîtrez par cœur, donc il n'y a pas forcément d'intérêt.
Digital Level. Alors, il faut savoir que dans le projet, on vous fait positionner un niveau à bulle qui est très efficace. Moi, je lui ai adjoint un niveau électronique, un inclinomètre, qui me permet d'aller prendre mes mesures de niveau un peu partout sur la structure. Donc encore une fois, c'est peut-être se créer des difficultés pour rien, à voir pour le coup. Alors le focuseur, pour le moment je l'ai pas mis, mais je pense que à terme, je vais peut-être voir là-dessus parce que j'ai pas mal de mal à faire le focus. Mon focus est pas parfait, donc peut-être que je vais travailler ça, mais ça sera dans un temps autre. Et enfin, l'auto polar à ligne. Donc ça, c'est le tout dernier équipement que j'ai intégré. J'en attendais beaucoup et ça m'a donné beaucoup plus que ce que j'en attendais au final. Alors là, vous voyez la version, il y a pas mal de pièces. C'est une structure complète qui part vraiment de l'avant de l'OpenAstro Tracker et qui va jusque derrière. Moi, je me suis fait un truc super simplifié. J'ai gardé mes pieds avec les vis qui me permettent justement de conserver cette possibilité de toucher au niveau. J'ai imprimé que la partie avant et ma poulie, je viens la prendre au niveau d'une des vis sur le côté. Elle est tendue, ça saute pas, ça fait le job, c'est génial. Et à l'arrière, alors là, j'avais pas envie, j'avais pas envie d'acheter les petites pièces supplémentaires et de m'embêter à imprimer. Là, encore une fois, je suis allé au plus simple. Comme vous le savez, j'ai récupéré toutes mes pièces sur une ancienne imprimante 3D. Donc j'avais la petite vis qui allait bien. Je l'ai juste coupée parce que sinon, au bout d'un moment, ça venait taper ici. Et puis, ben voilà, un petit support, une petite équerre, deux petits trous et c'était intégré. Et en plus, j'ai l'impression que c'est nettement plus précis. Une vis comme ça donne beaucoup moins de distance par pas parcouru. Donc c'est carrément super précis. Les résultats ont été au top hier quand on a fait le polar à ligne. Alors par contre, ça s'appelle auto polar à ligne. Pourquoi? Parce que ça peut bosser avec SharpCap ou Nina. Encore une fois, si je vous parle en chinois, vous en faites pas, on en reparlera. C'est-à-dire que vous allez faire une mesure, ou plutôt le logiciel va faire une mesure de la qualité de votre alignement, et il va le transmettre, ou plutôt le petit plugin développé par OpenAstroTech va aller chercher ces valeurs, et donc vous allez pouvoir piloter les moteurs en automatique pour aller s'aligner. Moi, le truc, c'est que comme j'ai fait une pièce un peu perso et que j'ai pas forcément les réglages de base, j'avais un petit peu peur que ça part en sucette. Je l'ai fait à la main. Sur le site, vous trouvez une vidéo de démonstration. Quand vous allez dans le pardon, dans les add-ons, et ici vous avez tout ce qui est Autopea. Donc ils vous ont fait une petite vidéo de démonstration SharpCap. La vidéo dure 8 minutes et j'ai l'impression que la procédure sur les 8 minutes, ça fait 4 à 6 minutes. On a mis autant de temps, peut-être même un petit peu moins à la main. Donc bon, pour le moment, je vois pas trop l'utilité de le faire en automatique. Alors, faut savoir que là, ça va demander une version payante de SharpCap. Je me suis payé donc cette version, c'est 15 dollars par an. Par contre, ça apporte plein de petites fonctions assez sympas. Et si vous voulez faire du visuel assisté avec SharpCap, c'est un très bon outil pour le faire. Donc ça vaut le coup. 15 euros pour moi par rapport à la qualité du logiciel et puis à tout ce que ce logiciel permet de faire, 15 euros par an, 15 dollars, pardon, c'est pas, voilà. L'auto home, donc je l'ai pas mis non plus.
Je sais pas si à terme, j'ai pas senti de difficulté de positionner quand, j'allume l'Open Astro Tracker, de le positionner dans sa position de départ. Peut-être que du coup, je suis pas tout à fait dessus, mais encore une fois, bon, on a fait 10 minutes de pause, donc ben, j'imagine que, c'est pas ça le facteur, prédominant sur, la qualité, qu'il va y avoir, derrière. Maintenant, du coup, à un moment donné aussi, si vous souhaitez commencer à peut-être aller vers les 2 minutes, peut-être un peu plus de temps de pause, il va falloir passer par l'autoguidage. L'autoguidage, alors ici pour les puristes d'autoguidage, hein, l'étoile elle est pas bonne, je sais, il y a un plateau, ça va pas. Par contre le guidage a été particulièrement bon euh, tout au long de la soirée, avec un total d'erreur de 2,15 secondes, sachant que ben, si je dis pas de bêtises, j'échantillonnais à 5 secondes. Donc normalement je suis bon. Alors je suis pas un spécialiste de l'autoguidage, alors si des gens en savent plus que moi, n'hésitez pas à contredire ou à rajouter des éléments sympas pour tout le monde dans les commentaires, ça profitera à tout le monde. L'autoguidage, je pratique pas ça depuis très longtemps, hein, puisque sur un Dobson, ben, on n'arrive pas à en faire. Ici, j'ai pas du tout réalisé le projet autoguidage. Encore une fois, ça fait partie des add-ons. Vous pouvez, alors je sais pas où il est, voilà, Open Astro Guider. Voilà, c'est un truc complet qui a été fait par le projet Open Astrotech, hein, et qui vient s'intégrer dessus. Vous achetez carrément la lentille et le capteur. Alors, je me suis pas intéressé plus que ça. Mais a priori, on intègre carrément le capteur dedans. Why not? Moi, je suis sur un truc chic et pas cher, hein. C'est une cam SV Bony SV305 hein, qui m'a coûté 150 euros. Et je crois que la lunette 120 mm coûte dans les 80. Ça, par contre, à un moment donné, ça va devenir impératif. Si vous voulez vraiment taper du 2-3 minutes de temps de pause, si vous montez dans la focale, il va falloir aider la monture. Euh, à partir de 135 mm, ça va commencer à devenir difficile. Chaque petite erreur de guidage, là, on doit avoir à l'esprit qu'on est sur une monture imprimée en 3D, hein. Donc ça veut dire défaut de circularité, ça veut dire un peu de jeu, ça, on n'est pas sur une monture usine qui va nous offrir des performances tip top. Là, on est sur quelque chose qui aura quelques défauts. Et ces défauts, ce qui est chouette, bah, c'est qu'on peut les corriger, on peut les compenser, on peut les amoindrir grâce à l'autoguidage. Voilà, pour ceux qui connaissent aussi, ça c'est l'outil d'alignement polaire de SharpCap qui vous permet de voir si vous avez fait un alignement correct. Alors si vous avez déjà imprimé votre monture Open Astro Tracker, si vous l'avez déjà essayé, vous savez que dans la procédure de départ en termes d'alignement, on vous demande de centrer la polaire au milieu de l'image. Et vous savez certainement aussi que bah, le ciel ne tourne pas autour de la polaire. Il tourne par rapport à un axe qui se situe un petit peu à côté. Donc, en faisant cet alignement polaire centré, vous introduisez une erreur de guidage, forcément, puisque vous tournez à côté. Alors, cette erreur de guidage va pas forcément se ressentir sur des faibles focales, jusqu'à 100 mm, oui, vous allez certainement vous en sortir, mais à un moment donné, vous allez vouloir peut-être aussi aller un peu plus dans un champ restreint pour aller choper des objets qui sont bien plus petits. Là, cet alignement faux n'est plus acceptable. Donc, un outil d'alignement juste, comme ce que propose SharpCap, va devenir impératif, clairement.
La semaine dernière, j'avais pas encore mon système d'alignement motorisé. Je l'ai fait à la main. D'ailleurs, j'ai un petit rush. On le repassera dans une vidéo. Vous allez voir, j'ai un petit rush où on me voit galérer pendant 5 minutes pour avoir, je crois, un défaut d'une minute, si c'est pas deux. Donc, ben, c'est un petit peu à la main, ça peut se faire, hein. Ça peut se faire, mais ça va demander pas mal de dextérité. Ça va demander à ce que votre monture soit posée sur une embase qui soit extrêmement rigide par rapport au sol et qui admette que vous puissiez tourner la monture. Moi, donc je suis posé sur une table, hein. Encore une fois, je suis allé sur la solution la plus économique. J'ai récupéré une petite table. J'ai mis des pieds réglables dessus pour pouvoir faire le niveau. Et là, ben, mon plateau, j'arrive à le tourner. Et malgré ça, c'est un peu compliqué parce que, ben, à un moment donné, ça demande des ajustements tellement fins que chaque petite vibration, ça va partir dans tous les sens et c'est difficile. Donc, je vous remets cette image de 10 minutes, ouais, 10 minutes de temps de pause sur M31 Focal 200 grâce au Polar Align qui a été fait sous SharpCap, grâce à l'autoguidage qui m'a permis d'avoir quelque chose de top. C'est des éléments qui sont pas obligatoires. Vous allez devoir vous poser la question et puis bah, savoir ce que vous souhaitez. Alors, on trouve couramment, et vous pourrez aller chercher un petit peu sous Google, beaucoup shoot avec un APN en mettant un Samyang 135. Donc c'est un objectif, on va dire, très courant, très qualitatif. Ça peut vous donner une idée de ce que vous allez obtenir. Moi, mon souci, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, hein, mon souci, c'est que je suis sur un objectif Nikon 70-300. Et à mon avis, les déformations, elles sont dues à l'optique. Au bout d'un moment, quand je vais chercher des focales un peu plus grandes, bon, l'optique doit pas être optimisée tout à fait hein, pour faire de l'astro, j'imagine. Et ben, à la fin, ça commence à faire des déformations d'étoiles et à 300, ben, elles sont énormes. Donc ça aussi, avec un objectif, j'imagine, à focale fixe, ça serait nettement mieux. Moi, je vais rester là-dessus. La prochaine fois, je vais essayer de bien centrer M31. C'était pas vraiment le cas. C'était pas le but de la soirée non plus. Et à mon avis, là, on a commencé à toucher quelque chose de pas mal. Donc, prochaine étape, c'est de se faire une vraie session. Alors, je shooterai pas à 10 minutes de temps de pause parce que clairement, un passage de satellite, je suis en ville, une voiture qui me fait un reflet, je peux mettre le brut à la poubelle. Donc, je vais plutôt, je pense, faire du 3 minutes de pause. Ça va pas être mal pour une première et on va essayer de se faire M31. On va voir ce que ça va donner. Je suis assez impatient pour tout vous dire de pouvoir rééditer la séance d'hier qui s'est fait d'une simplicité, mais alors c'était juste magnifique. Voilà, c'était un petit peu un débriefing à chaud de la soirée d'hier qui est le fruit du travail de ces derniers mois. J'avais vraiment besoin d'accumuler cette expérience avant de continuer les épisodes. Le prochain épisode, ça va être sur l'assemblage et la calibration en version simple. On va commencer en version basique. De toute façon, une fois que vous maîtriserez tout ça, l'ajout des différents accessoires ne sera plus un rempart pour vous. Et après, faire une vidéo sur l'autoguidage, pour le moment, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas envie de dire de bêtises. On verra ça peut-être plus tard. Là, je suis parti simplement avec PhD2 en fait, qui a un petit assistant qui permet d'étudier, d'analyser le suivi de la monture et de donner des conseils qu'on peut ensuite appliquer directement en appuyant sur des boutons. Donc j'étais là-dessus.
J'ai pas encore optimisé, je sais pas, faut que je pratique, décidément. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez réellement faire, à comment vous envisagez de faire évoluer votre setup. Regardez bien des images on en trouve partout, sur Facebook, sur Google, avec différentes focales, avec différents appareils photo ou caméras aussi, hein, pourquoi pas. Faites-vous un peu un avis et faites-vous un cahier des charges. Et en fonction de ce que vous voulez atteindre, bah, vous allez devoir dépenser plus ou moins d'énergie dans la mise en œuvre de la construction et du réglage. Allez, je vous dis à très vite pour la suite de ces épisodes.